Jean-Luc Bourlange, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Le Premier ministre Jean Castex est à Auschwitz aujourd'hui. En quoi est-ce important pour la France d'entretenir cette mémoire de l'Holocauste ? Écoutez, comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'entretenir ? Enfin, il y a quelque chose de fondamental, c'est de dire que à Auschwitz, ce n'est pas un événement qui a eu lieu. C'est un événement qui dure dans notre mémoire, dans nos exigences, dans notre politique. C'est un fait qui est encore présent. C'est un passé qui ne passe pas. C'est un passé qui commande l'essentiel encore aujourd'hui de ce que nous faisons. Vous savez, toute la politique de la France a changé à la libération. On a retrouvé le sens des valeurs, on a retrouvé le sens de la liberté, on a retrouvé ce que signifiait l'antiracisme. Tout ça, dans les années 30, ça avait été très effacé et on vit encore là-dessus et heureusement. Et ça n'empêche pas les tensions identitaires et les déchirements de la nation. Ça n'empêche pas les tensions identitaires, mais en plus, il est absolument essentiel de montrer que ce génocide a une dimension universelle qui intéresse tout le monde, qui concerne tout le monde, les musulmans, comme les catholiques, comme les juifs, comme les protestants, comme les libres penseurs. Tout le monde est concerné par ce qu'a été cette abomination que, moi personnellement, je continue à ne pas réussir à comprendre vraiment. C'est ça le problème que j'ai. Comment des choses aussi abominables ont-elles pu être commises par des gens qui étaient normaux, comme on dirait Coluche. Et ça, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Il y avait en Allemagne, si vous voulez, ça a été, je crois, la force de deux chanceliers qui ont dit ça avec beaucoup de Schmitt et Merkel à la fin. Schröder était plutôt, et même un peu Adenauer, était plutôt de ceux qui disaient « Nous avons fait des choses abominables, c'est la génération précédente, il faut tourner la page ». Non, c'est une page qu'on ne peut pas tourner, et je crois que Schmitt, Merkel et aujourd'hui Jean Castex ont raison de se situer dans cette mémoire directe. Aujourd'hui, l'Occident s'inquiète de la tension qui monte en Ukraine. Washington hier a mis en garde contre les conséquences mondiales d'une attaque russe. Est-ce qu'on est clairement engagé dans une logique de guerre pour vous ? Donc je n'en sais rien, c'est extrêmement, je ne suis pas du tout habilité à tirer les cartes, mais je crois qu'il y a quand même un ensemble d'éléments, un faisceau d'éléments extrêmement préoccupants. Ça fait depuis de longs mois que monsieur Poutine, vous avez la combinaison de trois choses, vous avez une volonté de révision en profondeur de l'ordre géopolitique issu de la fin de la guerre froide. Ça, monsieur Poutine a hésité, oscillé, et il s'est clairement situé dans le fait qu'il voulait récupérer l'influence russe sur un certain nombre d'États. Deuxièmement, il y a une mobilisation de moyens très importante. Alors, les experts disent il n'y a pas encore les moyens qui, comme les acheminements de pétrole, de chars, etc., qui conduiraient à une offensive immédiate, mais peut-être qu'ils sont dissimulés. Mais on a effectivement une concentration de troupes. Et troisièmement, il y a des propositions sur la table de la part des Russes qui sont totalement inacceptables. Pourquoi inacceptables ? Ils veulent récupérer un peu de sécurité, retrait de l'OTAN. Non, pas du tout. Vous n'avez d'abord le retrait de l'OTAN. Il n'y a pas de question de retirer de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas rentrée dans l'OTAN. Les Russes nous proposent deux traités. L'un qui interdirait à des gens d'entrer dans l'OTAN, je suis désolé, l'OTAN, c'est une association d'États libres qui décide librement de s'allier ou de ne pas s'allier. C'est une atteinte caractérisée à la souveraineté des États membres de l'OTAN que de leur imposer ça. La souveraineté limitée, c'était l'époque Brejnev, ça n'est pas du tout notre doctrine. Deuxièmement, ils entendent contrôler les mouvements de troupes, la distribution des armes à l'intérieur de l'OTAN, en disant là, vous n'en mettez pas en Roumanie, en Bulgarie, vous n'en mettez pas trop. Ils n'ont absolument pas, là encore, à s'immiscer dans notre souveraineté. Je voudrais rappeler que il faut quand même avoir une bonne dose de mauvaise foi pour considérer que l'Union européenne menace qui que ce soit. Vous voyez nos amis européens,
Ce sont pas des tigres du Bengale, ce sont de bons chats domestiques qui n'ont absolument pas envie de faire la guerre, qui auront peut-être du mal à la faire en défensif et qui en tout cas n'imaginent pas un seul instant de la faire en offensif. Mais là, attends, je finis juste cette phrase. Là, le problème, ce qui est dangereux, pour répondre à votre interrogation, Christophe, ce qui est dangereux, c'est que Poutine s'est mis dans une situation où il faut faire quelque chose pour ne pas perdre la face. Et ça, historiquement, on sait que ce genre de situation, c'est toujours très très risqué. Vous parlez de la faiblesse de l'Europe. Emmanuel Macron parle néanmoins de riposte et de sanctions. Qu'est-ce qu'une riposte si ce n'est un acte militaire face à un autre acte militaire? J'ai pas parlé de faiblesse de l'Europe. J'ai dit que j'ai un pacifisme fondamental des Européens qui ont vraiment, mais pas envie d'aucune façon de faire la guerre. Je crois que nous devons... c'est très difficile. La situation est très difficile. Ce qui est très important, c'est d'abord l'unité. Je crois il y a trois choses. Il y a l'unité de l'Occident. Votre consoeur Sylvie Kaufmann a fait un très bon article expliquant que on était passé assez près d'une sorte de tension entre nous, les Allemands et nous d'un côté, les Anglo-Saxons, les Anglais et les Américains de l'autre la semaine dernière. Je crois que tout le monde a compris que, en tout cas, face à Poutine, on devait avoir un discours extrêmement. Deuxièmement, nous devons effectivement donner à Monsieur Poutine les sécurités si son but, c'est la sécurité, et la sécurité de son pays, il n'y a pas de problème. Nous ne la menaçons pas. Ce que je crains, c'est que son but soit différent. Et je pense qu'à terme, nous devrions nous engager, parce qu'il faut parler aux Russes. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens, c'est pas parce qu'ils sont menaçants qu'on ne doit pas parler avec eux. Ce qu'il faut, c'est pas céder sur l'essentiel. Et parler avec eux, ça veut dire peut-être à l'avenir, l'atmosphère n'est pas à cela, mais on peut paver le chemin vers cela, avoir une grande discussion sur la sécurité de l'Europe globale, comme nous l'avons eu. Il faut discuter. Et sur l'Ukraine, c'est absolument inacceptable de dire unilatéralement, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, etc. C'est nous, Russes, qui décidons. Autant il est quand même envisageable de dire on donne un statut à l'Ukraine, des garanties sur l'indépendance de l'Ukraine, assortie d'une situation, par exemple, de neutralité. Mais là, la neutralité, c'est un engagement de part et d'autre. Dialoguer avec Moscou, ça veut dire que le président français, président en exercice du Conseil européen, doit aller à Moscou? Écoutez, ça n'est pas la question. On dialogue tous ensemble, contrairement à ce... C'est le format Normandie. C'est le format Normandie qui, vous savez, nous avions été partisans, les Allemands et nous Français, d'engager le dialogue avec Moscou il y a quelques mois. Nos partenaires européens ont estimé que c'était pas le moment, que c'était prématuré. Mais nous avons toujours été, parce que c'est normal, la Russie c'est un grand interlocuteur à nos portes. Nous avons toujours été dans une posture de dialogue. Nous avons participé aux accords de Minsk en format Normandie. Oui. Les Russes n'ont d'ailleurs qu'à... c'est des accords qui étaient assez acceptables pour eux. Et je pense qu'il faut relancer cette affaire parce que ça assure l'unité entre les Ukrainiens, l'Europe occidentale et les États-Unis. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'il faut faire. Mais dans ce dialogue, nous avons une faiblesse, un talon d'Achille, nous, Européens. Nous avons besoin du gaz russe. Si le robinet se ferme, on est mal. Surtout les Allemands. Les Allemands, de toute façon, le mix énergétique allemand, moi, je regarde avec intérêt ce qu'ils font, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent à la fois envisager ce qu'ils envisagent en termes de décarbonation, se priver du nucléaire. Ça me paraît très difficile. Et oui, mais en Allemagne, moi j'étais à Berlin il y a 2 jours, en République fédérale, il y a une vraie tension, notamment sur le gazoduc. C'est vrai que cette dépendance est excessive, mais à terme, la dépendance, elle frappe aussi les Russes. Ils ont besoin de vendre. Nous achetons et eux ont besoin de vendre. L'OTAN n'est plus en état de mort cérébrale, on peut au moins se dire ça. Vous savez, moi, dans la commission des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian avait évoqué la réforme de l'OTAN il y a quelque temps, et je l'avais un peu malicieusement posé la question en disant, alors, monsieur le ministre, on n'est plus en mort cérébrale? Il avait dit non, on n'est plus en mort cérébrale, et de ce point de vue-là, c'est le seul effet positif de la crise que nous avons eue avec les États-Unis et l'Australie en septembre
septembre dernier, c'est que ça a débouché par la lettre conjointe de Biden et de Macron, dans lequel on aborde clairement la réforme de l'OTAN. Et le processus de réforme de l'OTAN, il est en cours, il est complexe. Nous avons des idées, nous ne sommes pas seuls. Et je crois que ce qui est important, et ça débouche un peu sur la présidence de l'Union, sur la présidence française de l'Union européenne, ce qui est important, c'est qu'en Europe, on est en train vraiment d'opérer une mutation culturelle dans nos têtes sur le fait qu'on comprend que l'Europe n'est pas simplement une puissance de paix exemplaire, etc., mais que c'est une puissance tout court et qu'il faut avoir un discours et une action géopolitique. Cette crise nous amène vers la défense européenne ? Écoutez, lentement. Le problème, c'est qu'il est clair que sur les grands enjeux de défense face à la Russie, ça sera toujours l'Alliance Atlantique. Seulement cette Alliance Atlantique, il faut que les Européens y jouent un rôle plus important. La lettre à laquelle j'ai fait allusion parle d'une défense européenne en complément de l'Alliance Atlantique. C'est évident. L'Europe, ça sera pas une alternative, mais à la présence américaine. Mais on a bien vu avec Trump et puis même avec l'Afghanistan et avec la crise australienne que les Américains étaient un petit peu hésitants, un petit peu indéterminés, et donc il faut qu'on se remue. Nous, on ne pourra plus faire assurer notre défense à 100% par les autres. Zemmour, Le Pen, Mélenchon, il y a des pro-russes parmi les candidats à la présidentielle qui disent Poutine, faut travailler avec lui, c'est un type bien. C'est une faiblesse pour notre démocratie ? Non, d'abord, je dénonce profondément la confusion des deux termes. Il faut travailler avec lui et c'est un type bien. Enfin, c'est pas le problème de savoir si M. Poutine est bien ou mal. C'est pas la question. Les monstres froids, comme disait le général de Gaulle, les États sont des monstres froids. Mais il est certain qu'il faut discuter. On ne peut pas ne pas discuter. En revanche, je crois qu'il est très très clair que ce qui unit Poutine et ses amis, c'est le refus des valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté. Regardez la constellation, même quelque chose de très significatif. Géopolitiquement, les Russes sont opposés aux Chinois. Il suffit de voir, il paraît que Xi l'autre jour a vu une carte de la Sibérie, a dit oh là là, c'est grand et c'est vide. Mais il se rapproche des Chinois, il fait passer l'idéologie, c'est-à-dire le refus de la démocratie, avant la géopolitique. C'est ça le problème. Jean-Louis Bourlange, merci, bonne journée. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.